toujours été un rêveur. Ce faisant, mes professeurs s'étaient passé le mot à mon sujet. Je me rappelle d'un professeur, Monsieur Lanka. Chaque jour, il me répétait « Monsieur Firmin, descendez de là-haut, vous êtes encore dans la lune. » C'est que pour Monsieur Lanka, comme pour Monsieur Tout le monde, l'imaginaire est un espace de liberté, d'évasion, où le temps n'existe pas. C'est encore un espace où il est impossible de soumettre ou contraindre l'esprit. Et l'artiste, figure incomparable de la liberté, s'y ressource afin de nous éclairer d'une lueur nouvelle. C'est que nous nous figurons l'imaginaire de l'artiste et l'imaginaire d'une manière générale un peu comme ceci. Un espace incommensurable, étoilé et vaste. Visualisé comme ceci, il apparaît littéralement impossible à coloniser. Et puis on peut comprendre M. Lanka et l'urgence qu'il avait à me faire de cette descente de là-haut. Et moi, avec la tête dans la lune, ou plutôt dans les étoiles, je fus dirigé vers l'âge de 16 ans vers une formation en art. Et depuis, je n'ai jamais cessé d'ajouter aux formations personnelles des formations académiques. Et pendant 32 ans, je cherchais à savoir ce que c'était cet espace où je passais le plus clair de mon temps, l'imaginaire. Maintenant, faisons une expérience de pensée. Imaginons que l'imaginaire, ce n'est pas ce lieu commun que nous venons de voir, mais qu'il pourrait ressembler plutôt à un système informatique. Donc visualisons-le comme ceci. Donc, une sorte de réseau collectif nous permettant de penser, d'imaginer, d'échanger à partir d'un ensemble de logiciels dédiés aux images, aux idées, à la langue, aux concepts, etc. Se le figurer comme ceci sous-entend alors une chose, c'est que vous et moi co-construisons l'imaginaire. Et si on continue l'analogie du système informatique, alors il devrait exister un moyen de le pirater. Avez-vous entendu parler de l'iconoclastie ? Oui, non, oh, non, non. Il consiste, ou du moins elle consiste, en la destruction des supports visuels qui servent à un peuple à coaguler son imaginaire collectif. Elle s'accompagne généralement d'autres formes de destruction comme la réécriture de l'histoire. Rappelez-vous les vols et les autodafés autour des biens et écrits des peuples juifs par le régime nazi. Visualiser à travers l'histoire de l'humanité les temples, lieux de pouvoir, palais, châteaux, forts, détruits, ainsi que les images, les objets de culte, rites, coutumes, systèmes d'écriture, eux aussi détruits, rendus illégaux ou tout simplement remplacés par ceux du vainqueur. Cela ne fait-il pas penser à un piratage culturel ? Vu sous cet angle, l'Occident colonisateur du monde n'opère-t-il pas un piratage système en modifiant, supprimant chez les peuples colonisés une part de leur code ? Le piratage des imaginaires est un comportement humain et millénaire. Cependant, néanmoins, toutefois, nonobstant, c'est la première fois de notre histoire qu'un vainqueur pirate toutes les cultures simultanément. Il en résulte une fragilisation de l'écosystème culturel planétaire. Désormais, il n'est plus question de pays ou de groupes ethniques,
La catastrophe est que les différents imaginaires endémiques sont raturés, biffés et avalés par un système devenu viral. Et comme dans la nature, quand un organisme prolifère sans résistance, il met en danger tout l'écosystème. Ainsi, ne faudrait-il pas restaurer une forme d'équilibre? Alors, je vais me mettre à votre service et être l'exemple de cette décolonisation. Donc, refaisons connaissance. Bonjour, je me nomme Eddy Firmin. Je suis praticien visuel. Je viens d'une petite île, la Guadeloupe. Parallèlement, je vis ici depuis une décennie. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que mon île, la Guadeloupe, est généralement désignée comme prototype des sociétés multi- et interculturelles de notre monde actuel. C'est aussi l'un des berceaux de la créolité, c'est-à-dire une culture dont le fondement et le devenir est la diversité. En somme, si pour les uns, le fondement est l'universalisme, notre fondement serait plutôt un multidiversalisme. C'est que ma culture naît d'une table rase. Le génocide des peuples caraïbes par les Européens, ainsi que la violence coloniale et de l'esclavage. Cette dernière tragédie va mettre en relation d'innombrables cultures d'Occident et d'Afrique, participant par là même à créer la singularité ou les singularités de ce qu'il est désormais convenu d'appeler les petites Antilles ou petites Caraïbes. Mais est-ce vraiment important de restaurer un équilibre entre imaginaires au regard d'un tel bouillonnement culturel? Question rhétorique. Pour répondre à cette question, j'ai mis en place une méthode. Elle commence par 3 questions qui interrogent toutes mon ressenti. Première question, ai-je le sentiment de porter en moi un imaginaire culturel plus large, plus gros que tous les autres? Secondement, ai-je le sentiment ou le ressenti de porter en moi une friction culturelle? Et enfin, dernier point, est-ce que de manière intime je ressens, ou je porte du moins, une forme de sentiment d'injustice ou de perte, même si je n'arrive pas à m'expliquer ce que c'est? Alors si comme moi, votre réponse est oui, alors une de vos cultures a piraté toutes les autres. Les autres, vous pouvez quitter la salle ou éteindre la vidéo. Vous êtes encore là? Bon, continuons. Donc, étape finale. Comment finalement établir un dialogue équitable entre imaginaires? Donc, au-dedans de moi, comment y arriver? Ou plus simplement, comment décoloniser une part de mon imaginaire? Il est important de savoir comment l'imaginaire articule nos ordinateurs culturels. Il s'établit entre le personnel, le collectif et les institutions. Là-dedans, on retrouve toutes les infrastructures sociales avec les banques, les écoles, les ministères, les bibliothèques, etc. L'imaginaire englobe nos manières d'approcher la spiritualité, la langue, la poésie, etc. C'est un savoir flou qui nous permet de comprendre le monde, un peu comme un code mathématique qui articule tous nos échanges sociaux. Ce code, je le nomme le code de remédiation.
Dans le cas d'une culture piratée, subalternisée, colonisée, le code est presque entièrement effacé. Comme beaucoup de minorités, j'ai été déporté dans l'imaginaire occidental, c'est-à-dire qu'environ 91,93,3% du code qui articule ma manière de comprendre le monde m'est légué par ma part d'Occident, notamment avec l'école qui m'apprend à voir et à comprendre comme un occidental. Néanmoins, l'objectif n'est pas la fin ou la mort de l'Occident. Rappelez-vous la jeunesse de mes cultures, autant me tirer une balle dans le pied, mais un rééquilibrage système, soit dans l'absolu quelque chose comme ça entre mes codes de remédiation d'Afrique et d'Occident. Mais avant d'en arriver là, vision utopique qui est rêvée, avant d'en arriver là, une question se pose, et de taille. Comment trouver le code de remédiation pratiquement effacé de mes ancêtres? En Occident, l'un des grands codes qui nous permet de partager du savoir est le code de la transparence. Le code de la transparence nous permet de faire ceci. Du microscope au télescope, l'objectif est de voir à travers les choses pour pouvoir les comprendre. Dans un autre contexte, rappelez-vous à l'église, le curé qui dit « Dieu voit en toi, mon fils, il te comprend », un peu comme Superman à travers les murs. J'ai mis au point une méthode permettant de pêcher les codes de remédiation. Au travers d'une pratique de va-et-vient entre récit écrit, récit visuel, support de la pensée humaine, rappelez-vous les grottes de Lascaux, et une cartographie de mon imaginaire raturé, j'ai trouvé une part de ce code qui jusqu'alors m'échappait. Ce code se nomme le code de l'indiscernabilité. En opposition au code de transparence de l'Occident, c'est-à-dire du colon, du maître, a été formé un code de l'indiscernabilité. Si, en Occident, le code est celui de la transparence, l'esclave produira en réponse un code de l'indiscernabilité en opposition, soit un brouillage de l'information, car il en allait de sa survie. Étant artiste, je me suis intéressé à la présence de ce code dans un art séculaire commun à toute la Caraïbe. Sa base commune est un mélange de danse, de tambour, de contes et de chants. Dans mon île, la Guadeloupe, il s'agit du Gros-Cas. Cet art séculaire se nomme le Gros-Cas. Et sa manière d'appliquer l'indiscernabilité se nomme l'alloquence. Et l'alloquence est l'art de manier la parole, le chant, la danse avec technicité et brio. Ainsi, sous le beau se cache un art du double langage et de la ruse. Mais ce n'est pas seulement l'esclave des Caraïbes qui a usé d'un code similaire. Ce sont tous les esclaves des Amériques. Nous avons tous en tête les champs d'esclaves dans les champs de coton, ou encore de manière contemporaine, la musique rap qui, sous l'indiscernabilité des mots, peut cacher un message de résistance. Mais disons plus simplement que dans ma culture, l'indiscernabilité répond à l'éloquence. Et l'éloquence décompose trois logiques, le beau, le camouflage et la résistance.
En tant qu'artiste, j'ai pris ces trois logiques et les ai injectées dans ma pratique d'art visuel contemporaine, ainsi que dans ma vie, afin de rééquilibrer mes deux imaginaires et leur code de remédiation. Donc voici à peu près ce que ça donne dans ma pratique. Pour vous donner à penser à mon sujet et au vôtre, culturellement, je ne suis pas composé que d'Afrique et d'Occident.